Mesdames, bonsoir, monsieur, bienvenue dans votre émission Le jour tout a basculé. Le jour tout a basculé, c'est cette émission qui donne la parole à toute personne qui souffre d'une douleur quelconque et qui courageusement voudrait partager sa douleur avec le reste du monde, donc avec vous à la maison qui nous regardez actuellement. Et c'est d'ailleurs le lieu pour moi de dire, si vous à la maison qui nous regardez justement, avez une douleur qui vous ronge depuis pas mal de temps et que vous avez décidé aujourd'hui à travers cette émission ou alors en regardant cette émission de la partager également, n'hésitez pas à nous contacter à travers les contacts que nous allons laisser au bas de cet écran. J'en arrive et nous allons avec vous organiser une autre émission dans laquelle vous viendrez vous aussi, comme cette jeune dame que nous allons présenter tout à l'heure l'a fait courageusement. C'est un courage à saluer parce que vous savez, comme l'a dit quelqu'un, les grandes douleurs sont muettes. Mais quand arrive le moment de s'extérioriser, on en parle. Et ce soir, justement, on va en parler avec notre invité qui est déjà bien installé sur ce plateau. L'histoire, elle est, je dirais quoi, douloureuse. L'histoire, elle est une histoire qui va faire mal. Nous allons l'écouter de sa bouche. Elle est déjà bien installée. Elle s'appelle Denise Ekané, à qui nous disons d'ailleurs bonsoir. Bonsoir Denise. Bonsoir monsieur Elvis. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Denise, ça n'a pas été facile ça n'a pas été facile pour toi de nous appeler et dire voilà, aujourd'hui, je vais décider de partager mon histoire avec le monde afin que les uns et les autres sachent par quoi exactement je suis passé. Et nous t'avons reçu. On a d'ailleurs fait quelques parcours avec toi. Les téléspectateurs vont découvrir tous les parcours, toutes les rubriques qui habillent cette émission. Mais avant, j'aimerais te laisser à toi, Denise, le soin de nous dire exactement quelle est ta triste histoire. Merci beaucoup monsieur Elvis. Et je vais d'abord dire merci aussi d'avoir publié l'annonce parce que cette histoire, je l'ai gardée pour moi pendant beaucoup de temps. Et lorsque j'ai vu l'annonce sur la télévision, je me suis dit peut-être c'est le moment de guérir. Et je souhaite vraiment que parler me fasse guérir. Lorsque j'avais 5 ans, ma mère est venue me prendre chez mon père parce que j'ai eu une enfance un peu compliquée. Ma mère est venue me chercher et ma mère, je ne la connaissais pas. Donc, je connais ma mère pour la première fois à 5 ans. Et après... Non, attends. Tu connais ta génitrice? Oui. Pour la première fois à 5 ans? Oui, à l'âge de 5 ans. Et comment cela? Elle était où? C'est une longue histoire. Déjà, ma mère m'a laissée lorsque j'avais 3 mois. J'ai grandi avec ma grand-mère, la mère de mon père, et mon arrière-grand-mère qui vit encore. Après ça, ma mère est venue me chercher. Elle m'a volé, je vais dire ça comme ça. À 5 ans? À 5 ans. On est parti. Ensuite, on est allé à EDA. Il y a ma famille là-bas. On est allé là-bas. Et puis, ma mère m'a dit non. Je devais fréquenter à EDA. Ma mère m'a dit non, tu vas aller fréquenter en Bongo. Elle a une tata, une maman qui l'avait aidée dans sa jeunesse. Du coup, elles ont créé une sorte de familiarité. Donc, elle allait me laisser là-bas avec ma petite sœur. Quand j'avais déjà 8 ans. À 8 ans, cette période-là, je faisais le cours élémentaire 2. Je faisais le cours élémentaire 2. C'était la session anglophone. Je suis allée en Bongo chez la femme là. Elle vivait avec son mari. Son mari aussi était anglophone. Il y a que ma petite soeur qui faisait l'école francophone là-bas. C'était un quartier ou un village où la majorité des gens étaient des anglophones, puisque là-bas, on faisait plus les noix, il y avait beaucoup de palmeraies et tout ça. Donc, il y avait beaucoup d'anglophones qui venaient là-bas pour se chercher. Bon, j'étais petite et tout. J'allais à l'école. Là-bas, on n'avait pas de tenue. Et je faisais partie des élèves les plus brillants de l'établissement. Déjà que c'est moi qui remettais les fleurs et c'est moi qui faisais les présentations, qui saluait les autorités qui venaient nous rendre visite à l'établissement. Un jour, je passais derrière la fenêtre, je sortais des toilettes, je passais à la fenêtre de classe 6, cours moyenne 2. Et on a posé une question. La maîtresse avait posé une question
Moi, j'ai répondu de l'extérieur. Personne n'avait répondu en classe. Aucun élève de classe 6 n'avait pu trouver la réponse, voilà. Mais toi, moi, de l'extérieur, j'ai répondu. C'est comme ça que le maître, c'était plutôt un maître, puisque moi, j'avais une maîtresse. Le maître m'appelle, il me dit, tu fais quelle classe? Il me dit, c'est qui ta maîtresse? Je dis, Madame Chantal. Il me dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'ils ont parlé avec le directeur. Je suis partie de classe 4 à classe 6. Donc, tu as sauté classe 5. Oui, j'ai composé le CEP et j'ai eu cette année-là. Bon, quand j'étais à la maison, il y avait un grand frère en face de chez nous qui vendait les beignets. Il s'appelait Daddy. Il vendait les beignets, ça va se savoir. Moi, j'allais à l'école sans argent. Donc, pour avoir l'argent et acheter les beignets, là, il fallait que tu sois l'enfant d'une personne qui a quand même quelque chose là-bas au village. Donc, c'était 50 le beignet. Mais pour avoir 50, c'était pas facile. Oui. Donc, lui me donnait les beignets chaque soir parce que quand je rentrais, la maman, elle me maltraitait beaucoup. À 8 ans... La maman chez qui tu habitais, celle chez qui ta maman t'avait confié. Oui, elle me maltraitait beaucoup. À 8 ans, quand je rentrais de l'école, il fallait partir puiser l'eau à des kilomètres et je portais les bidons de 20 litres sur la tête. Il fallait faire des tours, oui. 1 litre, c'est 1 kg. Donc, à 8 ans, tu portais 20 kg sur ta tête. Je vais parcourir les kilomètres pour aller puiser l'eau, rentrer. Il fallait remplir le fût, rentrer, aller la chercher au champ avec son mari. Son mari était chasseur, elle faisait l'agriculture. Donc, on partait au champ. Après, parfois, on dormait même au champ. Parfois, on rentre avant de préparer et manger. Chaque fois qu'elle allait à la rivière, quand on rentre comme ça, vers 19h20, on finit de préparer, elle va à la rivière se laver. Le monsieur, son mari à la maison, il commence à me toucher la poitrine, il me touche le corps et tout. Il me disait que si je parle à sa femme, il va me taper. Moi aussi, je ne pouvais pas parler parce qu'avec sa femme aussi, c'était pas vraiment ça. Donc, et toi, à 8 ans, il faut dire, là... J'ai toujours fait plus grande que mon âge. Ah, d'accord. Donc, à 8 ans, tu avais déjà quand même... j'avais les tétons qui gonflaient déjà. Donc. Et on m'avait même massé. On m'avait massé la poitrine. Bref. Quand il faisait ça, j'expliquais à Daddy, parce que Daddy, lui, voyait comment ça se passait. Quand je partais peut-être à l'école sans puiser l'eau, je rentre, on me tape. Quand je rentre de l'école, je ne mange pas. Et lui, il vendait ça, donc il me donnait. Moi aussi, j'avais vu que non, c'est un grand frère qui m'aime bien et tout. Donc, chaque fois quand je rentrais, il me donnait les beignets et donc, tout ça. Daddy, c'était donc le voisin d'en face, là, oui. À qui tu expliquais donc tes douleurs à la maison. Oui. Un jour, c'était un 11 février, je devais aller au défilé, puisque je faisais partie des meilleurs élèves. Il y avait une présentation que je devais faire au défilé, au Carrefour Bongo. Il n'y avait pas encore le marché comme maintenant, c'était un endroit où on défilait. La maman a dit que je ne pars pas, que je ne devais pas aller au défilé, que ce sont les trucs de bordellerie, prostitution, machin, truc, etc. Et mon directeur est venu à la maison quand tous les élèves partaient. Il a dit que non, mais c'est le t-shirt qui fait un problème, parce que le t-shirt était un truc comme 1000 francs ou 2000. Si c'est le t-shirt, et on portait uniquement pour les défilés. C'était comme notre uniforme pour le défilé. Même si c'est ça le problème, nous on va lui acheter, ça me permet nous d'aller avec elle. Elle a refusé et le jour-là, elle m'a copieusement bastonné. Elle m'a versé l'eau. Non, s'il te plaît. Denise. Nous savons que c'est triste, nous savons que c'est douloureux. Et nous allons te prier, s'il te plaît, Denise, de prendre beaucoup de courage et de force surtout pour raconter cette histoire qui, je suis sûr, est en train de faire pleurer déjà les téléspectateurs à la maison. Vraiment, notre objectif n'est pas de vous faire pleurer comme Denise le fait sur ce plateau. Son histoire, elle est douloureuse. Elle est très douloureuse. Elle n'a même pas encore commencé le 2% de son histoire. Parce qu'elle nous l'a raconté déjà en off. Je peux vous garantir que son histoire est vraiment triste. Et c'est la raison pour laquelle vous pouvez voir comment toute l'émotion qu'elle dégage, toute la pertinence d'ailleurs que moi également je prends pour essayer d'intervenir pendant qu'elle parle. Denise, s'il te plaît. Ouais. Donc ce jour, oui, ça va aller. Donc ce jour, elle m'a versé l'eau pimentée. Elle m'a mis le piment dans les fesses, dans les yeux. Elle a versé sur moi. Elle m'a mis à genoux avec les cailloux aux mains comme ça, toute la journée sous le soleil. Une enfant de 8 ans. Toute la journée. C'est une mère Bafan qui était là, puisqu'elle avait dit à la maman là que non, que mon père a un côté Bafan. Donc la mère m'avait aussi pris comme ça, que ouais, la fille de mon frère et tout. Et entre-temps, ta maman qui t'avait laissé là-bas, elle était où?
Est-ce qu'elle était au courant de toute cette maltraitance-là? Quand ma mère venait souvent, je lui disais, même étant là-bas, je ne voyais pas trop ma mère. Je ne la voyais pas trop. Donc, quand on avait l'occasion de parler, quand je voulais même parler, parfois, j'étais renfermée. Donc, quand je veux même parler, je ne peux pas parler parce que la maman, j'ai peur que si elle entend, elle va peut-être raconter des trucs et tout. Quand j'avais l'occasion de voir ma mère, je lui disais que, ouais, maman, je veux partir d'ici, moi, je veux partir d'ici. Elle pensait que c'était les caprices. Elle pensait que c'était les caprices et tout. Donc, tout ce qu'elle faisait, c'était nous envoyer les habits et tout ça. Après ça, après ce jour-là, elle m'a envoyé, elle m'avait tapé un matin parce que je devais aller puiser l'eau, un soir plutôt, je devais aller puiser l'eau à la source avec le bidon pour remplir le fût. Je suis plutôt allée puiser à la rivière. Elle dit que l'eau de la rivière ne prépare pas avec et tout. Moi, j'ai vu que c'était à côté. Donc, même si je puise là-bas, je remplis, l'essentiel, c'est que je remplisse le fût. Elle m'a bastonné ce jour-là. Et puisque Daddy, lui, connaissait déjà mon programme, il savait que chaque matin à 5 heures, je partais à la rivière puiser de l'eau. Ce matin-là, il m'a suivi. Il m'a suivi jusqu'à la rivière. À 5 heures? Oui, à 5 heures du matin, parce que je partais à l'école à 7 heures. Il m'a suivi à la rivière. Et il m'a violée. Oula. Et heureusement, je ne sais pas ce qui se serait passé après, c'est pour ça que je lui dis heureusement. Il y avait un champ de jujube en face de la rivière et il y avait un papa qui se levait chaque matin, c'était son champ. Il se levait chaque matin pour puiser l'eau à la rivière et arroser son champ. C'est lui qui était là et après, on l'a arrêté, on l'a mené à la chefferie, il allait en prison, mais bon. Après, je suis partie du village, mais la seule chose de bien avec laquelle je suis partie de là, c'était mon CEP, parce que j'avais réussi l'année-là. Donc, le daddy qui était ton confident, qui était la personne, l'épaule sur laquelle tu posais ta tête quand tu étais maltraité à la maison, qui te donnait des beignets, ça va savoir, parce que tu n'avais pas de moyens pour t'en acheter comme tous les autres enfants. C'est lui finalement qui, un matin à 5 heures, te suit à la rivière pour abuser de toi. Pour, comme quoi, j'ai commencé cette émission en disant les grandes douleurs sont muettes. Et je vais encore dire ici, on ne peut pas croire autant si bien connaître des personnes à qui on se confie. Parfois, dans la naïveté, on se confie à ses bourreaux. Et le plus souvent, c'est malheureusement la triste réalité. C'est celui que tu connais le mieux qui finit toujours par t'arracher la peau. C'est la triste histoire de Denise ce soir. Une petite fille de 8 ans seulement qui doit vivre ou qui a vécu une vie assez douloureuse, porter des charges assez lourdes à son âge et pour finir par être désacralisée. Vous pouvez comprendre que l'intimité d'une femme est quand même quelque chose de sacré, la Bible le dit. Mais quand une jeune enfant à cet âge-là se retrouve forcée de perdre son intimité, et ça pose problème. Ça pose problème pas seulement, mais ça pose davantage problème à savoir par qui est-ce qu'elle perd. C'est vrai que même peu importe la personne, c'est un acte à condamner fermement. Aujourd'hui, Denise est en pleurs sur cette émission, sur ce plateau, pardon. Elle est en pleurs sur ce plateau parce que c'est une douleur qu'elle a longtemps, très longtemps portée. Denise, excuse-nous de le demander, c'est peut-être mal poli. Tu en as combien aujourd'hui? J'ai 24 ans. 24 ans. Donc vous voyez, 24 moins 8, ça fait 16 ans. 16 ans, pendant 16 ans, Denise a gardé cette douleur en elle. Elle s'est étouffée avec cette douleur. Et aujourd'hui, à travers cette émission que nous vous proposons, le jour où tout a basculé, elle a pris son courage de venir en parler avec vous, peut-être dans l'espoir de trouver un soulagement. D'ailleurs, que parler déjà, c'est commencer à trouver des solutions. Et c'est la raison pour laquelle nous vous invitons, vous, chers téléspectateurs à la maison, pour ceux
pour ceux parmi vous qui, comme Denise, ont des douleurs, que ce soit, ça peut être un abus de confiance, une déception amoureuse, une trahison, un cas de maladie grave qui n'a pas trouvé de solution. Bref, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, une situation désespérée, et vous pensez que le reste du monde peut partager votre douleur, peut être sensible à votre question, à votre douleur, écrivez-nous. Nous allons tout faire pour vous offrir une émission dans laquelle vous allez, comme Denise, en parler. Denise, aujourd'hui, tu arrives à en parler. Comment te sens-tu actuellement, à cet instant précis, quand tu parles de cette histoire que tu as vécue il y a 16 ans? Je sais pas. Je vais juste dire que j'ai moins un poids sur mon cœur parce que j'en ai parlé avec des personnes que je ne connais même pas. Et voilà, peut-être c'était ça le médicament pour me soigner. Voilà. Je vais revenir un peu à ta maman. Ta maman qui t'abandonne d'abord à 3 mois. 3 mois, je n'arrive pas à comprendre. Elle n'est pas, je vais le dire, décédée. Mais c'est une maman, elle est vivante. Elle laisse son bébé. Moi, je ne sais pas, les mamans sont tellement attachées à leurs enfants qu'on trouve même des mamans qui, pour certains cas, ils veulent divorcer, même si leurs enfants ont 20, 30 ans, elles partent avec leurs enfants. Mais comment ta maman, un bébé de 3 mois, est réussi à l'abandonner pour aller et ne revenir que quand tu as 5 ans? Est-ce qu'aujourd'hui, tu entretiens des bonnes relations avec ta maman? Après le viol, je suis rentrée chez mon père et je n'ai plus revu ma mère jusqu'en 2015. Je suis partie de là en 2010-2011. J'ai revu ma mère en 2015. Et en 2016, oui, j'ai revu ma mère en 2016. Et j'ai décidé de passer les vacances avec elle, ce qui m'a d'ailleurs coûté une séparation avec mon père. Et oui, parce que ton père n'était pas contente, ton père n'était pas content que après toutes ces années d'abandon, elle revient non seulement te voler, mais en plus elle va te confier à une personne inconnue, je dirais. Et est-ce que après l'acte, après avoir subi l'acte, ce que tu as subi, elle a réagi? Non. Comment s'est-elle comportée? Quand je suis partie de là, on n'a plus jamais parlé de ça. Même quand elle est revenue, on n'avait plus parlé de ça. Quand elle est revenue, moi j'étais juste contente. Je voulais même plus parler de ça. J'étais juste contente parce que mes copines avec qui je marchais avaient leur mère. Donc du coup, moi c'était aussi l'occasion pour moi de dire bon voilà, j'ai aussi une mère et tout. Mais sauf qu'après ça, elle est morte. Donc elle venait juste me dire bon voilà, je vais partir. Et le jour où elle mourait, on était ensemble. Elle est morte. J'étais avec elle. On a fait 1 semaine à l'hôpital. Et le matin du jour où elle est morte, elle me dit la seule chose que moi j'ai toujours voulu, c'était de te voir avant de mourir parce que j'ai dit à tout le monde que je ne suis pas sûre que le jour où je mourrais, ma fille me verrait. Et finalement, elle est morte quand j'étais avec elle. Juste nous deux. Denise, beaucoup de courage, d'accord? Beaucoup de courage. Nous n'avons peut-être pas prévu des mouchoirs sur ce plateau parce qu'on n'avait pas pensé que ça devait être aussi douloureux, aussi... beaucoup de courage à toi. Bon, ta maman, tu l'as perdue depuis 2016. Oui, le 14 août 2016. 14 août 2016. Nous sommes en 2025. 9 ans, tu as perdu ta maman. Une jeune fille de... à l'époque, là, tu devais avoir quel âge? Peut-être entre 12 ou 13 ans. 12-13 ans. Qui voit partir sa maman sous ses yeux. Ça, c'est assez douloureux. Bien, mesdames, messieurs, nous sommes toujours dans l'émission Le Jour où tout a basculé. Et comme je le disais tantôt, voici les contacts par lesquels vous pouvez nous avoir pour participer vous aussi à cette émission.
Les commentaires, bien sûr, vous allez les donner peut-être à travers nos différentes pages sur les réseaux sociaux et bien d'autres. Mais les contacts, précisément, c'est juste pour ceux et celles qui aimeraient bien participer à l'émission. Comme je disais encore, pour me répéter, vous avez une douleur, vous avez un problème quelconque, quelle que soit la nature de votre problème, déception, le cas comme celui de Denise Ekane actuellement sur ce plateau, problème de maladie, bref, toute douleur qui nécessite, je ne sais pas, je vais le dire comme ça, de la pitié des autres. Vous savez, il y a des gens qui sont de plus en plus sensibles d'ailleurs aux problèmes qui touchent l'homme et qui pourraient apporter à leur façon quelques soutiens que ce soit. Et donc, vous nous écrivez tout simplement à ces adresses. Nous allons avec vous organiser une émission sur ce plateau même et ce sera bien sûr diffusé sur Relax Télévision. Nous allons continuer, Denise, avec toi. Et tu perds ta maman à l'âge de 12 ans, pardon, en 2016. Et aujourd'hui, tu en as 24. Est-ce que, après que tu aies subi le coup de viol, jusqu'à aujourd'hui, tu as pu te mettre, je suppose 24 ans quand même, tu es déjà une femme, je vais plus t'appeler fille, tu es déjà une femme, tu as forcément développé un autre côté de la vie. Est-ce que il t'arrive souvent de te mettre facilement en relation avec quelqu'un? Avant, c'était compliqué. Avant, c'était vraiment compliqué. Déjà que j'avais une apparence masculine, parce que je me suis dit, si les hommes font ça aux femmes, moi, je ne vais jamais devenir une femme. Parce que je ne vais plus revivre ça. Donc, j'avais une apparence masculine, mais sauf qu'on me stigmatisait, on me disait, tu vas finir par devenir comme les filles qui se voient entre elles et tout. Et je bagarrais même avec les garçons parce que je voulais même pas en entendre parler. Mais j'ai fini par grandir parce que j'ai grandi dans des familles où il fallait grandir, se marier, avoir des enfants. Donc, construire une famille. Il fallait bien que je sois une femme parce que physiquement, je l'étais, même si dans ma tête, c'était autre chose. Donc, c'était compliqué. Je suis sortie avec une personne qui m'avait même dit que j'étais possédée parce que je vous promets qu'à chaque fois où il s'approchait de moi, à chaque fois qu'il s'approchait de moi, il avait le visage de Daddy. Attends. Ça, c'est quand tu étais partie déjà de ce village. Oui, quand j'étais déjà partie de ce village. Et que plus tard, avec les besoins physiologiques, tu commences à faire des rencontres. Et quand tu rencontres quelqu'un, tu vois plutôt le visage de Daddy. Oui. Et ça te paraissait étrange, ça te paraissait bizarre. Tu n'arrivais pas à te lancer dans la relation. Non, j'étais dans la relation. J'aimais même bien le partenaire. Mais sauf que côté sexuel, c'était pas vraiment ça. Pourquoi exactement il t'a traité de... Il t'a dit que tu étais... Parce que je repoussais. Mais il y a une façon de repousser quand on ne veut pas. Quand on n'a pas envie. Toi, tu repoussais cruellement. Parce que je ne voulais pas. Tu étais brute. Et j'étais brute. Voilà. Il y avait beaucoup d'agressivité et tout ça. Mais après, je demandais pardon. Mais plusieurs fois, la personne va se sentir bizarre. Et puis, bon, voilà. Il avait trouvé carrément que tu étais possédée et puis il a trouvé mieux. Bon, il a fallu que je lui explique, mais il ne pouvait pas continuer dans ce sens-là. Parce que, bon, je peux lui expliquer et puis se dire, bon, voilà, c'est un truc qu'elle a vécu, elle était encore jeune et tout. Et comment s'était-il comporté quand tu lui as expliqué ce que tu as vécu? Compatissant, mais sauf que, même après avoir parlé avec lui, je ne cédais pas toujours facilement. Donc, on a dû arrêter. Mais, voilà. Est-ce que là, ça fait bien de savoir que en dehors de ce plateau de télévision, qui est le premier sur lequel tu parles de ton histoire, tu as quand même partagé avec quelques personnes autour de toi, tes amis peut-être aussi? Oui, j'ai parlé de ça à mes deux meilleures amies, Manuela et Blandine. Elles sont les seules qui le savent en dehors de ceux qui étaient présents lorsque ça s'est passé. Parce que même dans la famille de mon père, je ne pense pas qu'ils le savent. Parce que ma mère ne pouvait pas venir me remettre en disant que l'enfant avait été violé. Voyez un peu.
Donc, j'ai grandi avec ça pour moi. Donc, en fait, si je comprends bien, quand certainement ta mère aurait appris que tu avais été violée... Elle était présente. Elle était présente. Et la famille de ton papa n'a jamais été au courant de l'histoire. Non, non. Moi-même, je ne pouvais pas leur dire parce que je connaissais déjà la situation. Bon, mais attends, il y a quand même quelque chose qui m'intrigue. Qu'est-ce qui se passe quand ta maman vient te voler à l'âge de 5 ans chez ta grand-mère, tu as dit. Et c'était la grand-mère paternelle. Non, elle est venue. Quand elle est revenue, c'était au deuil de ma grand-mère. Parce que le jour où ma mère m'accouche à l'hôpital, il y a ma grand-mère et ma marraine. Oui. Ma mère a accouché de façon prématurée. Je suis née à 8 mois. Et je ne suis pas... Elle n'a pas accouché par l'intervention des médecins. Non, les médecins sont venus, moi j'étais déjà sortie. Et il y a ma grand-mère qui me soutenait avec sa robe. Ma marraine me rappelle ça chaque jour. Même la semaine passée au deuil, elle me l'a encore rappelé. Donc, ma grand-mère là meurt. Ma grand-mère m'élève avec mon arrière-grand-mère. Ta grand-mère chez qui ta maman t'abandonne. Oui, la mère de mon père. Oui, elle meurt et puis, enfin, la belle-mère de ta mère, oui. Elle meurt et puis ta maman vient au deuil. Voilà. C'est là où elle profite maintenant du deuil. Pour me prendre. Pour te prendre. Et elle m'avait volé avec le tissu du deuil de ma grand-mère sur moi. Bon, maintenant, et après donc ça, ton père constate forcément que tu n'es pas là. Mais il avait son numéro, ils ont discuté, il savait que j'étais avec elle. Puisque c'est elle qui allait encore m'accompagner, non, après le viol. Donc, ils ont eu leurs problèmes. Sauf que moi, j'étais encore petite. Oui. C'est pour ça qu'elle allait me laisser là-bas. Parce que elle, dans ses marches, on pouvait facilement dire que non, on l'a vue à tel endroit. Si on part là-bas, forcément, on ne va pas me trouver là-bas. Tout à fait. Donc, il a fallu qu'elle aille me laisser ailleurs. Voilà. Et donc, tu disais, tu as partagé déjà avec tes deux amis. Et comment est-ce que tes amis ont apprécié ton histoire? Elles ont été assez réceptives et aussi muettes. Parce qu'elles n'ont jamais parlé de ça, pour éviter de me heurter, parce que je souffrais d'abord déjà beaucoup, pour que d'autres choses viennent encore m'étouffer davantage. Donc, elles évitaient d'en parler. Au maximum, jusqu'aujourd'hui, elles évitent d'en parler. Donc, elles n'utilisent pas cela de temps en temps pour te narguer ou bien... Non. D'accord, là, ça, ce sont des très bonnes copines. Elles t'aiment. Tu leur dis chaque fois, il faut leur dire chaque fois, je vous aime beaucoup, parce que elle témoigne également beaucoup d'amour pour toi. On voit parfois, dans certains groupes d'amis, ça devait plutôt être le sujet de moquerie, et ainsi de suite. Par exemple, comme ton premier petit ami, c'était le premier, c'est lui qui t'avait traité de possédé. Non, c'était pas le premier. Mais le premier, oui. Le premier, on a vécu dans la même maison. On a vécu dans maritale. Ouais. On a vécu dans la même maison. Et j'étais encore, bon, je ne veux pas dire que j'étais encore vierge, mais sauf que je connais l'homme avec lui, donc consciemment. Oui, consciemment. Avec lui. Et quand on vivait dans la même maison, il voulait toujours me toucher et tout. Et moi, je refusais. C'est vrai qu'après, j'ai accepté, mais je refusais. Et il y a des choses que je n'aimais pas. Quand il me prenait d'une certaine façon, et lui, il était déjà dans ça. Lui, il était déjà là. Et tout. Il connaissait déjà comment ça se passe. Moi, je ne savais pas. Donc, il avait une façon de me prendre que je n'aimais pas. Et puis, il me disait, non, tu es comme ci, tu es comme ça. Et pour vous dire la vérité, je l'aimais. Et pour garder ma relation, moi, j'ai accepté qu'il le fasse avec d'autres. Mais on s'est séparés parce que... Attends, tu l'aimais, mais sauf que tu n'aimais pas, tu n'appréciais pas le fait qu'il te touche comme il voulait te toucher. Mais pour garder la relation, pour garder l'homme que tu aimais, tu lui as dit, je reste avec toi, mais tu peux te mettre en relation avec d'autres. Non, pas en relation. Genre, quand tu veux faire tes choses là, tu fais tes choses. Donc tu lui donnes l'autorisation. Il avait l'autorisation de te tromper. Mais tu continues de l'aimer quand même. Oui, on vivait dans la même maison. Mais sauf qu'il ne devait pas ramener ses femmes à la maison. Ah, c'était la condition. Voilà. Donc, on se sait. Et même lorsqu'il ramenait, il ne me disait pas. Donc, ces gens, comme moi j'étais petite, j'étais naïve, il me dit, quand il vient avec une fille à la maison, il me dit, si on vivait à Ange Raphaël, Carrefour Ipa. Il me dit, est-ce que tu peux aller m'acheter un truc à Santa Lucia? Donc, je devais partir à pied, il ne me donne pas de transport. Donc, je vais partir à pied de Carrefour Ipa jusqu'à Ange Raphaël, jusqu'à Santa Lucia. Et quand je reviens, il a le temps de faire ce qu'il veut. Tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais peut-être 16 ans, 17 ans. Vous savez, quand on aime, il y a des choses que même lorsqu'on remarque, on fait semblant de ne pas voir. Voyez un peu. C'est plus tard que tu te rends compte qu'il est en train de... Qui m'entubait, en fait. Les jeunes disent souvent courir dans ton cerveau. Ouais. Et ouais, on se sépare parce que je suis sortie un matin.
j'ai dit que bon, j'allais aller rendre visite à une de mes tantes. Il me dit, ok, il n'y a pas de problème et tout. Lui, il va partir après. C'était un jeudi. Et le jeudi, comme il travaille au marché, il vend les chaussures au marché, il devait sortir à 11h, entre 10h et 11h. Moi, je sors alors vers 8h. Quand j'arrive en route, ma cousine me dit, ouais, nous ne sommes pas à la maison. Chez ma tante, c'est à Bonabéry. Nous ne sommes pas à la maison, nous sommes à Neubel. Je lui dis que non, je ne peux pas venir à Neubel. Je ne peux pas venir pour vous rendre visite. Et vous, vous êtes allé rendre visite aux gens. Moi, je viens vous rendre visite chez les gens. Mieux, je rentre chez moi, il va aller préparer pour mon mari. Elle me dit, ok. Je prends la moto, je rentre à la maison. Je toque, il n'ouvre pas. Il dit, et qui? Je toque, il n'ouvre pas. Après, je toque. Non, je ne vais pas regarder où on garde la clé. Il n'y a pas la clé. Je toque maintenant avec la force. Genre, il ouvre la porte, je pousse. Quand j'entre, je vois la tenue de... Où c'est USB, où c'est quoi là? À Deido là-bas. Oh là là. Et sur les cuissons, c'est premier A4 espagnol. Donc, même comme il voulait me tromper, il n'est pas allé me tromper avec une fille qui faisait même peut-être l'université. Moi, je faisais terminale. Mais comme il me tromper avec une fille de première, et de sur quoi il vient à la maison en tenue. Donc, ça m'a vraiment fait mal. Mais ce jour, je n'ai pas parlé. Elle s'est habillée, elle est partie. Tu as vu la fille? Oui, j'ai vu la fille. Jusqu'aujourd'hui, je peux la remarquer. Je l'ai bien vue. Et la fille ne t'a pas répondu, elle ne t'a rien dit? Elle ne m'a rien dit, elle était assise, je suis. Toi non plus, tu lui as pas adressé la parole? Je n'ai parlé à personne. J'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai nettoyé ma maison, j'ai retiré les draps, j'ai lavé. Après, j'ai préparé sur 16 ans, mais c'est ça, c'était carrément... Parce que j'ai grandi avec ça. Parce que j'ai grandi avec ça. C'est ce qui me cloue. C'est ce qui a d'ailleurs empiété sur toutes mes relations. Parce que j'ai grandi avec la notion du mariage dans ma tête. Donc, chaque relation que je vivais, je ne voyais pas ça comme quelque chose qu'on vit maintenant et après, ça s'arrête. J'ai toujours vécu avec des couples. Donc, c'était déjà dans ma tête. On m'avait déjà bourré ça dans le cerveau. Du coup, j'ai fait ce que j'avais à faire, mais sauf que après je suis allée composer le bac. Et le jour où je reviens pour dire, bon, j'ai fini de composer, maintenant on attend les résultats. Le monsieur était encore avec une autre femme. Et il me dit... Encore à la maison. Et il me dit, si tu veux venir chez moi, je suis rentrée chez nous pour composer. Il me dit, si tu veux venir chez moi, tu m'appelles pour me prévenir. Il dit, ah bon? Ok, il n'y a pas de problème. Attends, dis-moi un peu, vous avez vécu pendant combien de temps ensemble? Environ 6 mois. J'ai fait environ 5 mois sans aller à l'école. Parce que j'avais des problèmes chez nous. Et je suis rentrée juste pour composer. Donc, pour faire des cours de rattrapage, j'ai composé directement. Dieu merci, l'année-là, j'ai encore réussi. Mais lorsque je suis partie de chez lui le jour après sa phrase, pour venir chez moi, il faut me prévenir, ah, c'est plus chez nous, c'est chez toi. Quand je suis partie, mes yeux se sont ouverts comme c'est moi qui avais mangé la pomme d'Adam et Ève. Mais je suis aussi partie de là, Dieu merci. J'ai fumé la pipe sans avaler la fumée. Donc, Dieu merci. Je dis aussi Dieu merci. Bon, parce que... ça veut dire quoi, fumer la pipe sans avoir... Si c'est que je me laissais beaucoup aller, forcément, j'aurais avalé la fumée en fumant la pipe. Donc, je ne suis pas partie de là enceinte. Je n'ai pas eu... voilà. Et tu as les expressions de grandes personnes, toi. Fumer la pipe sans avaler la fumée. Ça, on retient. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes un peu contents que Denise Ekanenyo, finalement, a pu sécher ses larmes pour continuer de raconter cette histoire. Maintenant, nous sommes allés dans les profondeurs, nous sommes allés rencontrer pas seulement Denise Ekane, mais également sa famille et ses proches qui ont dit des choses aussi intéressantes, aussi, ou alors aussi douloureuses que celles que Denise vient de raconter, toujours par rapport à ce sujet. Je vous propose maintenant de suivre très attentivement ce numéro que nous allons vous proposer. C'est dans le quotidien de l'invité. Allons dans son environnement. Bon, je vivais dans un village. Et puis, voilà. Il y a un gars qui vendait les beignets, ça va se savoir. Voilà. Les beignets Madeleine, mais on appelait ça là-bas, ça va se savoir. Quand la période, là, même, je ne sais pas si ça venait d'arriver ailleurs, mais ça venait d'arriver dans le village. Là, donc, quand tu mangeais ça, ça veut dire que tu avais vraiment l'argent, puisque le beignet coûtait 50. Donc, si tu mangeais, ça veut dire que tu avais l'argent. Et vu qu'il connaissait ma situation à la maison, chaque fois que je rentrais de l'école, même quand j'allais à l'école, il me donnait au moins un beignet. Quand je rentre de l'école, il me donne. Et je me suis dit, ah ok, il est gentil avec moi. Parce que tout le monde dans le village était gentil avec moi. Puisque j'étais une fille très intelligente. J'étais la fille la plus intelligente du village. Et qui ne venait pas du village. Donc, chaque parent, pour conseiller son enfant, faisait référence à moi. Et je me suis dit, ah ok, il fait aussi comme les autres et tout, puisque tout le monde était gentil avec moi.
Et chaque matin, alors, j'allais puiser de l'eau à la rivière qui n'était pas très loin de la maison pour remplir le fût parce que ça faisait partie de mes tâches. Remplir le fût et faire d'autres corvées à la maison avant d'aller à l'école. Il connaissait déjà mon programme. Donc, il sait que entre 5h et 5h30, je suis en train de puiser l'eau pour être prête à 7h. C'est comme ça qu'il m'a donc suivi ce matin-là. Je suis allée à la rivière. Il y avait un monsieur qui était en train d'arroser son champ de jujube près de la rivière là. Elle se rappelle toujours des moindres détails comme si c'était hier. Comment d'ailleurs oublier un tel crime quand on l'a vécu en victime? Un crime qui suivra toute la vie d'Enise Canet, cette orpheline de mère aujourd'hui âgée d'environ 25 ans. Elle avait à peine la dizaine quand Dadi, le tonton d'en face qui lui offrait régulièrement des beignets appelés ça va se savoir, va lâchement la surprendre dans la pénombre à la rivière du village Komakea dans l'arrondissement de Mnissolé, région du littoral, pour assouvir sa monstrueuse besogne. Quand j'étais en train de puiser l'eau, j'étais de dos. Donc quelqu'un est venu, il m'a pris par derrière et tout. J'ai essayé de me défendre comme je pouvais, mais je n'ai pas pu. Et ça s'est passé. Et comme c'était aussi la nuit, le papa il était dans son champ, c'était aussi la nuit. Et dans la nuit comme ça, comme il faisait encore sombre, c'est pas facile d'entendre un bruit et de directement courir parce que c'est la brousse, on ne sait jamais, il peut y avoir des trucs bizarres et tout. Donc le monsieur a entendu les cris, puisque les cris persistaient. Après, il s'est dit, il faut que j'aille un peu voir ce qui se passe. J'ai quand même vu la petite fille là passer ici. Donc, il vient donc à la rivière. C'est comme ça qu'il remarque donc le gars. Le gars s'appelait Dadi. Je n'ai jamais oublié son nom jusqu'à aujourd'hui. Il s'appelait Dadi. Il a remarqué le gars. C'est comme ça qu'il doit aller alerter la chefferie. On m'a porté à l'hôpital. Les gars ont commencé à fouiller le gars dans le village, puisque le village n'est pas très grand. C'était en Komakea, après Mbongo, un village dans Mbongo là-bas. Donc, on a commencé à fouiller le gars, on l'a rattrapé, on l'a mené à la chefferie, on l'a bastonné un peu. Après, la police est venue, ils sont partis avec lui. Je crois, aux dernières nouvelles, il était en prison. Après, je suis partie de là. Le coup était fatal et les oncles de Denise arrivaient auprès de leur nièce, dont les entrailles venaient d'être bestialement ouvertes par un homme sans scrupules, n'avaient que leur seule larme pour pleurer. Ce jour, je me rappelle très bien, en ce moment, je travaillais à UP. Donc, c'est étant donc au boulot à UP, aux environs de 10h, 11h, qu'on me fait appel, soit disant qu'on a violé ma fille, Denise. C'est là d'où j'ai arrêté le boulot immédiatement. J'ai pris la route pour aider, c'était au niveau de Mbongo. Mbongo, quand vous arrivez à 30, avant Edea même, donc vous prenez encore la moto pour Mbongo. C'est donc là-bas que je me suis rendu ce jour et j'ai trouvé que les choses n'étaient pas vraiment du tout agréables. Ironie du sort ou malédiction familiale, quelques années plus tard, l'oncle de Denise n'a pas fini de panser les plaies du viol de sa nièce quand sa fille aînée de 14 ans environ subira elle aussi le même châtiment, toujours d'un voisin, et cette fois même avec un bonus. Le criminel laissera sa victime enceinte et, 9 mois plus tard, le bébé du viol naîtra. Une situation qui jusqu'à ce jour bouleverse les esprits de cet oncle, papa et grand-père. Oui, ma fille est passée par là. Elle a conçu 15 ans. Elle a conçu même la grossesse et tout. Du viol? Oui, du viol. Et qu'est-ce que vous avez fait de l'enfant? Vous avez gardé l'enfant? Oui, on a gardé l'enfant. L'enfant vit. Oui, la petite fille vit. Vous connaissez le violeur de votre fille? Oui. C'était mon voisin. Nous louons avant. Nous étions en location avant. C'était notre voisin. Le fils de la voisine, en fait. Le fils de la voisine, ils ont pratiquement le même âge. C'est lui qui avait commis cet acte atroce-là. Donc aujourd'hui, je ne sais pas ce que je peux dire. Ou c'est nous, ou c'est les enfants. En tous les cas, Dieu seul sait. Moi, je ne sais même pas ce que je peux dire par rapport à cette histoire de viol. Cet acte crapuleux a pendant longtemps affecté la victime qui, plusieurs fois, a eu de la peine à s'ouvrir dans une relation amoureuse, encaissant parfois des injures de son partenaire. Dans ma précédente relation, mon partenaire m'avait dit que j'étais possédée. Parce qu'on n'arrivait pas à faire certaines... Bon, quand il me touchait, je refusais. Je refusais pas parce que peut-être je n'avais pas envie, mais parce que je ne voulais pas le sentir.
Pas parce que je ne l'aimais pas, je l'aimais bien. On était même dans la même maison. Je l'aimais bien. Mais quand on arrivait déjà au niveau là, ça me faisait les trucs dans la tête et tout. Et mon corps commençait à réagir bizarrement et tout. On s'est séparés à cause de ça parce qu'il disait qu'il était possédé. Je lui ai même raconté l'histoire après, mais ça ne justifiait rien. Et bon, maintenant avec celui-ci, il y a des choses qui ont poussé à ça. Donc il a vécu un certain comportement et après, comme c'est quelqu'un qui dialogue beaucoup, il m'a posé des questions. Je lui ai expliqué que bon, voilà ce qui s'est passé. Donc de temps en temps, il essaye de me ramener. Maintenant, il sait comment se comporter avec moi, ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire, jusqu'où il peut aller et tout, pour que je ne me sente pas heurtée ou alors que je ne me plonge pas encore dans la nostalgie. D'accord. Heureusement, côté amis, Denise est très bien entourée. Ses amies conscientes de cette triste histoire l'encouragent sans relâche. Pour éviter de la contrarier, chaque fois, on évitait de parler. Donc, depuis le jour où elle nous a parlé de ça, on n'a plus jamais parlé. Mais sinon, elle était un peu bizarre. Bizarre comment? Bizarre dans le sens où elle était beaucoup plus masculine que féminine. Elle était reculée. Elle était aussi un peu agressive à l'école. Donc, du coup, on comprenait que non, c'est sûrement parce qu'elle a les séquelles. Elle évite les garçons, elle évite d'en parler, elle évite de se rapprocher, d'être ouverte avec les gens. Donc, c'est ça. De nous trois, personne ne s'est jamais moqué d'elle, personne n'a jamais soulevé le sujet en public, personne, je ne sais pas si derrière, si peut-être en privé, avec d'autres de nos camarades, elles en ont parlé, mais de nous trois déjà, je sais que personne n'a jamais soulevé le sujet. Actrice de cinéma aujourd'hui, cette titulaire d'un baccalauréat met tous ses efforts en marche pour intégrer la société et laisser derrière elle ce triste souvenir, bien qu'elle ne soit pas prête à trouver la force un jour pour pardonner à son bourreau. Oh là là, mais Denise, nous sommes sortis tout à l'heure avant ce reportage qu'on vient de regarder, on avait du sourire. Et maintenant, c'est quoi? On dirait que c'est un malheur qui suit la famille. C'est-à-dire, après toi, c'est ta cousine. Ta cousine qui s'est fait violer aussi à 14 ans. Voisin. Toujours pas un voisin. Et cette fois-là, avec un bonus. Elle a avalé la fumée. Elle a avalé la fumée. Et l'enfant est aujourd'hui vivant. L'enfant est né. Ça, c'est vrai que nous n'avons rien pour l'enfant qui est venu au monde par ce crime-là. Nous l'appelons crime parce que le viol en est un. On condamne les gens pour le viol. L'enfant qui est venu au monde par ce crime n'a rien demandé, n'a rien fait, est un innocent, mais ça restera quand même une douleur dans l'esprit de la parente surtout, et des grands-parents, côté maternel, lui, qui tout le temps, même sans le vouloir, penseront en voyant l'enfant que voilà ce qui s'était passé. Ah. Wow. Ça fait partie du CV de la vie. Voilà. Il faut bien raconter quelque chose. C'est ton oncle maternel. Oui, le petit frère de ma mère. Le petit frère de ta maman qui est le papa de l'enfant qui a subi elle aussi ce crime-là. Et je vois qu'aujourd'hui vous êtes très proches. En fait, c'est le parent, c'est ton papa de côté maternel avec qui tu es très proche. Oui, parce que l'autre n'est plus. Ils étaient deux. Celui qui nous soutenait tous avec celui-ci. Lui aussi, il est parti il y a 2 ans. Il y a 2 ans aussi. Donc, il est la seule personne qui reste et il est assez... C'est notre tonton gentil là-bas. Ah oui. Donc, voilà, on lui dit tout. Puisqu'il a même dit dans le reportage que le jour où tu as eu le fameux... ce fameux coup, ils sont arrivés à 2 à l'hôpital et il a failli pleurer. C'était pas un homme... Il aurait coulé beaucoup de larmes. C'était assez douloureux de voir sa fille déchiquetée comme ça. Et chaque fois qu'il me regarde, il est juste fier.
Même quand il parle de moi avec sa famille, il dit juste, on m'appelle à la maison Toutou. Donc il dit, parfois quand je vois Toutou, je dis, Dieu fait vraiment grâce. Dieu fait vraiment grâce. Dieu fait vraiment grâce. Et là, avoir ton oncle maternel, on comprend pourquoi tout à l'heure tu as dit que tu as toujours été plus grande que ton âge. Lui, on dirait ton petit frère. Pourtant, il a 40 ans. Mais Pourtant, il a 40 ans. ça, c'est pas possible. Pourquoi tu as cette différence-là hormonale? C'est pourquoi toi, tu es la seule de la famille qui grandit plus vite comme ça? Non. On était au deuil l'autre jour, il y a mon oncle qui me dit, pourquoi ta petite soeur est plus grande que toi? Bref, moi je me dis aussi que c'est dû au fait, parce qu'après mon viol, j'ai directement commencé à avoir mes règles. Donc à 8 ans là. Justement. Donc je me dis que c'est justement ça qui a déclenché cette poussée hormonale très voilà. rapidement. Et aussi le sport, tout ça. Voilà. Parce qu'avant j'avais les biceps. Sauf que maintenant, comme c'est parti, ça m'a laissé. Avant, tu avais les biceps. Si vous voyez mes anciennes photos. Tu portais le fer comme... Je faisais tout ce qu'un homme pouvait faire. À 11 ans, 12 ans, je poussais 5 bidons dans la brouette. Non, mais ça se comprend parce qu'une enfant de 8 ans qui porte un bidon de 20 litres, c'est 20 kilos. Tu chargeais, tu faisais combien de tout? C'est toi seul qui portais du sol jusqu'à la tête? Non, mais on me portait sur on te dit à mettre sur ta tête. Mais quand même, c'est toujours toi qui supportes porter toutes ces charges tout le temps, ça cultive tes... Et même à la maison, mon père vendait le carburant. Donc quand on venait comme ça, il fallait mettre dans les bidons, il fallait porter les bidons et classer les bidons. Vous voyez. C'est lui qui avait voulu aussi... Donc, non, mon père, mon propre. ton père, propre papa. Oui. Ton propre papa. Et qu'est devenu maintenant, je veux dire, la famille, ta famille d'accueil, chez qui, dans les bras de qui le malheur était arrivé? Ils sont là, elle est là, son mari, je ne sais pas si son mari vit encore, parce que quand je suis partie de chez elle, en 2011, là, je vivais avec mon père et je rentrais de l'école. Moi, je pleurais parce que j'étais sortie, j'étais c'est 5e de ma classe ou c'est 6e de ma classe. Et il y a mon camarade qui venait de m'insulter parce que je pleurais. Je disais que ouais, si j'arrive à la maison, mon père va me taper parce qu'il a dit que si je ne suis pas première de la classe, il va me fouetter. Et lui me disait, mais moi je suis dernier de la classe. Sa mère vendait les beignets. Il louait chez nous. Donc sa mère vendait les beignets. Il me disait, moi je suis dernier de la classe. Tu penses que je vais arriver à la maison, ma mère va me dire quoi? Donc et tout. Il m'intimidait avec moi, ça me faisait pleurer. Et quand je descends pour aller prendre mon gâteau au chocolat chez le boutiquier pour aller à la maison, on m'appelle Toutou. Je sais qu'au village là-bas, peu de gens savent qu'on m'appelle Toutou. Du coup, je me dis, mais qui m'appelle comme ça? Quand je me tourne, je vois que c'est la maman là, qui est dans un bus. Apparemment, le bus avait eu crevaison ou quoi que ce soit. Elle était là et tout. Elle me dit, ouais, Toutou, viens et tout. Elle me dit que je suis en train d'aller à Bamenda, au deuil. Où c'est son mari. Bon, mon oncle m'avait dit un truc où c'est son mari ou c'est son fils, je ne sais pas trop. Après ça, elle m'a donné une pièce de 500. Je n'ai jamais utilisé l'argent là. J'ai lancé sur notre toit. Je ne sais pas ce que c'est devenu là-bas. Elle m'avait donné ça, après elle est partie. Pourtant, quand tu vivais chez elle, elle ne t'avait jamais rien donné. Rien. Elle te faisait plutôt faire des corvées. Et des années plus tard, elle me donne 500 en pièces. Je n'ai pas utilisé, donc je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Elle est toujours au même endroit, elle vit toujours là-bas. Il y a ma petite soeur qui vit avec elle. Donc, je ne sais pas. En dehors de ça, je ne sais pas. Je ne veux même pas la voir, je ne vais pas la sentir. Elle est venue au deuil de ma mère. J'ai senti qu'elle voulait me parler. Mais quand je partais de chez elle, j'ai dit plus jamais je ne vais lui adresser la parole. Donc même pour blaguer, je ne peux pas. Et si je passe à côté de mon oncle que vous avez vu là, et qu'il est assis avec elle, il m'appelle, je ne vais pas répondre. Sa femme s'était fâchée le jour du deuil parce qu'ils étaient assis avec elle. Et mon oncle m'a appelé. J'ai refusé de venir. Sa femme me dit, mais c'est qui l'avait dit que non, c'est ma nièce. Mais pourquoi elle est insolente comme ça? Elle dit que non, laisse, je comprends. Parce que je ne veux pas. Et je préfère qu'on me qualifie de tout. Du moment où elle est avec quelqu'un, moi, je ne peux pas m'asseoir. Je peux pas m'asseoir. Ça va créer la conversation et je n'ai pas envie de ça. Je n'ai pas besoin. En tout cas, Denise, nous te souhaitons beaucoup de courage parce que on peut comprendre facilement ton attitude. Quand on a vécu une histoire aussi douloureuse comme la tienne, on peut décider de prendre ses distances avec certaines personnes qui sont proches ou alors certains membres de la famille, et quitte à ce qu'on se sente bien. On ne va pas te juger là-dessus. Là, nous le pensons. Maintenant, aujourd'hui, ton seul parent qui reste, c'est ton père. Et avec lui, au moins, ça passe aussi. Non. Non. Ça ne passe pas toujours. Denise, décidément, tu as beaucoup plus que d'histoire.
Il y a beaucoup plus d'histoires. De toutes les façons, mesdames, messieurs, nous, dans cette émission, puisque elle est beaucoup plus triste, nous allons essayer de masquer un peu la tristesse avec toute autre chose qui n'a rien à voir avec l'émission, mais qui va quand même vous égayer. Nous avons pensé qu'il était temps, ou qu'il était important plutôt, j'allais dire, de vous proposer les rumeurs des réseaux sociaux. Que disent les réseaux sociaux? Eh bien, voici les rumeurs. Bonsoir, mes chers Congo-sailleurs et Congo-sailleuses. Prenez place. J'espère que vous vous portez bien et que votre samedi a été honoré comme Papa Honoré de Tchakala VIP. Vous connaissez la chanson là, non? Papa Honoré, Honoré, Honoré. Vous aimez les choses comme ça? Sauf qu'aujourd'hui, on va parler du fait d'honorer une personne, pas du prénom. En fait, je ne connais pas le nom de ce gars, mais façon leur amour est sucré là. Donc vous ne saviez pas que la mère du doigt dans mon dolé a affiché son chouchou le week-end dernier? Et les gens se sont versés sur ça que jusqu'à celle-ci est venue dire que qui peut commenter ça bien? Il n'y a que les femmes qui n'ont pour bébé que le sexe à voir un jeune. C'est bête ça. Si j'étais la mère de ce gars, j'aurais demandé qu'il choisisse soit de rester avec elle et me considérer comme mort pour lui, soit la quitter tout simplement. Je ne choisirai jamais une femme pour mon fils, mais il y a une catégorie de femmes, pas celle-ci, jamais. En tout cas, ça va toujours venir nous trouver ici. Mais bon, elle n'était pas la seule. Hein. Il y a aussi José qui a honoré son chéri serré Dieu à travers une chanson que je vais vous laisser écouter. Les gens veulent qu'on se sépare, mais c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Le monde est à nous. On va tous les rendre jaloux. Et on va s'aimer sans tabou. Baby, est-ce que tu veux? Ouais, elle dit quoi là? Le monde est à nous, on a tout rendu. Hey, maman, j'ai envie de chanter pour mon chéri, mais est-ce que j'ai alors la voix? En tout cas, mesdames et messieurs, asseyez-vous bien, parce que je vais transporter votre audition et votre vision au discours de mariage de Manouchka 237 et de Papa Jojo. Seigneur, je te présente Joseph. Je te présente notre union aujourd'hui. Bénis notre union, Papa. Donne-nous les ressources à chacun de nous afin qu'on puisse s'aimer éternellement jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je te mets cette alliance. Joseph, mon amour, reçois cette alliance, signe de mon amour, de ma fidélité, de mon respect, de ma soumission et de mon engagement. Maintenant, faisons une minute de silence pour ceux et celles qui sont encore célibataires. Oui, ne vous mettez pas en couple, hein? Bloquez-nous la circulation en route. Bon, comme je disais, le mariage religieux a eu lieu ce week-end, suivi de la soirée. Elle a invité tous ses amis proches, notamment Fernando Joël, Brown Kadze, sa best Béatrice Doudou, avec qui elle était allée signer le partenariat avec ce monsieur dans sa boîte le 4 janvier 2023. Comme pour dire, soyez toujours prêts, on ne sait pas où on va trouver l'amour de sa vie. Et les commentaires des archives sont plutôt encourageants. Mais nous les aigris, on se console avec la phrase « ça va toujours venir nous trouver ici ». Bon ménage à vous et même prière jusqu'aux fautes. Maintenant, Vaniste et Cindy, qu'est-ce qui vous arrive? Non mais expliquez-nous ces clashs à gauche et à droite sur Meta. Est-ce une quête de buzz? Est-ce une quête de buzz? Est-ce un moyen de promo pour la nouvelle chanson? Jusqu'à envoyer les balles. Écoutez la chanson. La capacité de pouvoir aimer les gens. Il m'a fait savoir que les gens valent mieux que l'argent. Et sur la terre on est passager, mais il a fait de moi un messager qui après avoir fait son temps marquera le temps. Sinon, elle est belle, hein? Et on constate ici que il a un faible pour les femmes avec ses dentitions. Je n'ai moi rien dit, ne me cherchez pas. C'est en parlant de Goumen qu'on va pleurer avec cette sœur. Je lis.
Une jeune Camerounaise raconte comment elle a refusé de Gombeng à cause du plancton de Tuente, qui lui-même a bosa en cachette. Les deux toutouros avaient déjà les noms de leurs enfants. Elle préparait dans sa belle famille. Elle avait trouvé son prince charmant. Mais hélas, la joie a été débranchée que tchax! Asia, coucou et félicitations pour ton premier diplôme en Gouma. T'es interdit, l'envol sera à Chouk en Gongoli. Elle voulait lever puisque nous voilà maintenant que ça, tac! Ouais, l'amour parfait. C'est pourquoi Cindy a dit, l'homme, mieux le mélange de quinqueliba à l'eau vera, écorce de baobab, beaucoup de piment rouge. Sinon, expliquez-moi cette mentalité à la Tuente. Je vous lis sa conversation. J'étais bête, maman. Après le bac, mon père voulait que je parte. J'ai refusé, non. Je suivais l'homme, le mal. Je comprenais encore quand on me parlait. Il whinait bien. 2 ans d'illusion, je planais en terminale et en première année. Vu que j'ai refusé d'aller en bain à cause du bangos, le gars faisait sa part de procédure. Il est parti, il m'a laissé. J'ai lu son message dans le taxi. Je partais chez ma tante en Kozoa. J'ai pleuré défoulant jusqu'à là-bas. Il disait que je suis sa femme, je suis la femme de sa vie. Comme j'étais vierge là, waouh maman, qu'il va m'honorer. Comme je vous ai parlé, je lui ai dit que le week-end c'était vraiment honoré. Que je ne dois pas penser que comme il m'a open, il va m'abandonner. Ça m'encourageait alors, je donnais tout pour qu'il m'aime. Je cherchais à apprendre les positions et Tuente aimait ça. Quand il me disait que je connaissais déjà bien faire, qui pouvait me parler, qui... Tu me parles, tu es Tuente. Waouh, elle a appelé sa copine. Je partais chez lui, je cuisinais et tout. Il venait en passant, il touchait et goûtait souvent la nourriture. Je souriais et je disais, oh, ça, dans ma tête même, le couple de mes parents n'était rien devant mon Woko, Tuente Aaron Samuel, Tuente Eliakam William, Woko, vous aviez alors les noms, Tuente Ketia Daniel, Tuente Chloé Kad, Woko. Vraiment, ma chérie, ton gourmand était glacié, hein? Woko. Vous savez que les temps-ci, il pleut beaucoup à Douala, non? Oui, il pleut, il y a les embouteillages, les routes sont gâtées, surtout la nationale numéro 5. C'est pourquoi je vais vous sortir de là avec cette image. Vraiment, si tu n'as pas eu cette chaussure dans ton enfance, pends-toi. Mais si tu l'as eu, s'il te plaît, le célibat n'est pas un travail. Il faut te marier. Il faut sortir de là. C'est sur cette fin heureuse que je vais faire un coucou à nos aimables téléspectateurs de Relax TV qui nous suivent actuellement du côté de Yaoundé. Je pense comme ça à Maman Julienne, communément appelée Maju depuis Colbison. À Maman Mili depuis le rond-point Damas. Gina à Damas également. Mais aussi à tous ceux qui nous suivent au Bénin, au Sénégal, au Mali, au Gabon, en Centrafrique, au Cameroun également. Je ne peux pas tous vous citer car vous êtes tellement nombreux à nous suivre. Alors à bientôt et on se retrouve ici la semaine prochaine pour un autre 5 minutes de Japap. Je ferai l'appel pour savoir qui était là et qui n'était pas là. Monsieur Elvis, je vous remets l'antenne et désolé encore une fois de plus. Coucou à notre invité. Vivement que cette rubrique t'ait aidé à changer les idées parce que c'était le but. Bisous là-bas et à bientôt. Merci, merci d'avoir détendu un peu l'atmosphère avec ces rumeurs des réseaux sociaux qui certainement, nous espérons, a fait changer un peu, ou alors a fait évader un peu les idées de Denise sur ce plateau. Denise, je trouve que tu es très forte d'esprit. Aujourd'hui, tu parviens quand même à trouver le sourire dans toi en tant qu'actrice de cinéma. Tu t'épanouis dans ton activité du cinéma. Oui. D'autres m'ont dit que je fais ça pour me permettre de m'exprimer. Parce que j'ai trop de choses en moi et c'est un moyen pour moi de... Voilà. D'accord. Mesdames, Messieurs, l'histoire de Denise est une histoire qui touche sur la psychologie et dont nous sommes rapprochés d'une spécialiste en la personne du docteur Wamba Marlis. Elle est psychosociologue. Nous sommes allés à la rencontre de cette femme qui a donné son avis sur la question de Denise. Nous l'écoutons.
viol est un phénomène qui entraîne chez la femme une très grande frustration. Une frustration qui débouche très souvent sur la perte de l'estime et la confiance en soi. Parce que vous voyez, lorsque l'éducation se passe chez une femme de façon optimale, la sexualité revêt pour elle un caractère plutôt sacré. Le corps ici est idéalisé. Et ce corps qui est idéalisé, valorisé, ne s'offre pas à n'importe qui. Ça s'offre aux personnes qu'on idéalise, qu'on valorise également, et très souvent à un moment où on se dit prêt. Et voyez-vous ici là, violer, c'est-à-dire entrer dans l'intimité de la femme de force. Et dans le cas précis, c'était même le premier rapport avec la sexualité. Ce qui veut dire que tous les rêves, toutes les illusions développées sur ce premier moment sont tombées dans l'eau. Si vous faites un sondage d'opinion, vous vous rendrez compte chez la plupart des femmes qui accordent un grand respect à leur corps et qui savent qu'il y aura un jour viendra où ils commenceront la vie sexuelle pour une première fois. Pour eux, ce premier moment est un moment atypique, est un moment qui doit être suffisamment pris au sérieux. Et lorsque tous ces rêves sont brisés comme ça débouche sur une perte énorme de l'estime de soi et la confiance en soi. Et il faut même dire ici que ça déstabilise énormément au point où il a été démontré que très souvent, les femmes qui ont été victimes du viol ont été déstabilisées au point de changer d'orientation sexuelle. Parce qu'il y a une logique primaire qui oriente tout raisonnement humain. Si vous essayez de voir dans le développement intellectuel de l'enfant, vous verrez qu'à une étape précoce du développement, l'individu apprécie à partir de la généralisation. Et il a été démontré que les femmes victimes du viol, en déployant cette généralisation, en sont arrivées à développer des orientations sexuelles inattendues du fait du rejet total de la figure masculine. C'est la raison pour laquelle ce que nous pouvons dire à Notre-Dame de ce soir, c'est qu'il faut d'abord prendre du recul. Il faut prendre du recul et se donner d'abord pour objectif que ce n'est pas parce qu'on a été victime du viol qu'on est une femme de moindre et que ce n'est pas parce qu'un homme nous a violés, nous a frustrés de la sorte que tous les hommes sont pareils. Et c'est dire que je peux déjà, si elle essaie de regarder dans son environnement quotidien, il n'y a pas que des hommes qui ne valent pas la peine. Il y a aussi des hommes qui déploient des comportements admirables. Et qu'elles se disent que si ces personnes existent, elle peut également les rencontrer et éviter, c'est vrai c'est difficile, mais éviter les préjugés qui sont nés de ce viol, l'empêcher à connaître une autre expérience amoureuse. Comme j'aime souvent le dire, on ne peut pas, à cause des expériences vécues avec des personnes formidables, s'empêcher d'expérimenter la bonté des personnes formidables qui existent sur cette terre. On ne peut pas, à cause de l'expérience vécue avec des personnes formidables, s'empêcher de vivre la bonté des personnes formidables. Dixit, Dr Jimili Wamba Marlis. Merci, docteur. Elle est, je rappelle, psychopédagogue et sociologue. Alors, Denise, je pense que ce conseil du docteur t'a dit beaucoup de choses. Ouais.
Ouais, pas seulement moi, mais à tous ceux qui vont regarder l'émission, qui ont aussi vécu la même situation et qui ont, n'est-ce pas, des blocus ou alors une autre image de la vie. Parce que moi, ici, j'ai appris et maintenant, je sais comment soigner cette blessure au fond de moi. Déjà que à un moment donné, puisque je l'ai dit plus haut, j'ai pensé à changer d'orientation. Bon, pas d'orientation, mais intérieurement, je ne voulais plus être une femme parce que je ne voulais plus revivre la même chose. Tout à fait. Mais je pense que maintenant, je ferais mieux d'expérimenter les bontés des personnes formidables. Ah oui, vraiment, vraiment. Et là, ce que le docteur a dit, ça m'a beaucoup touché. Et c'est malheureusement ce qui arrive. Nous, c'est pourquoi je dis toujours, ne nous empressons pas à juger des gens. Parfois, il y a des gens qui, à cause de l'expérience vécue avec des personnes formidables, se retrouvent à changer d'orientation et voilà, qui deviennent des personnes stigmatisées de la société à cause de tout cela. Peut-être que ces personnes ont subi des traumatismes qui les ont obligés psychologiquement à faire cela. Écoute, nous te souhaitons beaucoup de courage dans ta carrière d'actrice de cinéma. Tu as plein de projets de cinéma dans lesquels tu es intervenue déjà en tant qu'actrice et je sais que tu es également en train de te former dans la partie script. Être script au cinéma, c'est aussi très très important. Merci à toi, chapeau, dans ta carrière surtout, et beaucoup de courage pour tout ce que tu as vécu. Il faut savoir que tout cela, tu laisses derrière toi. Et comme a dit quelqu'un, la vie c'est devant. D'accord? Surtout que tu as promis ici que, à travers le conseil du docteur Wamba, tu vas expérimenter la bonté des personnes formidables. Ouais. Tu en as déjà un? Ah ouais, un peu plus formidable. Très, très formidable. D'accord, il doit être un chanceux. Il connaît ton histoire. Voilà, ça, si tu m'avais dit non, j'allais dire que au revoir encore. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ici, avec ce sourire de Denise qui nous donne la joie au cœur, que nous sortons de cette émission en espérant que vous, à la maison, vous avez beaucoup de choses à dire. L'émission sera diffusée non seulement sur les antennes actuellement de Relax Télévision, comme on le fait maintenant, mais également elle sera diffusée sur nos différentes plateformes. Vous pourrez là-bas donner tous vos avis possibles et surtout, je le répète encore, des personnes qui, comme Denise, souffrent d'une quelconque douleur, n'hésitez pas, les contacts, on vous les réitère encore ici au bas de cet écran. Nous sortons donc de cette émission, mesdames, messieurs. Sentez-vous saluer, passez une agréable soirée. Et d'ici la prochaine émission, on aura encore une nouvelle ou un nouvel invité. Bonsoir.